Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de faire le point sur mes lectures de mai. Et disons qu'en mai, j'ai bien lu. En tout, j'ai lu 11 livres. Et j'ai eu mon deuxième coup de cœur de l'année en mai. Et sinon, tout le reste a été de très bonnes lectures. Et on peut dire qu'en mai, j'ai lu pas mal de BD car effectivement, sur tous les livres que j'ai lus, il y a 5 BD que j'ai à vous présenter. Donc c'est parti, je vous présente tout cela. Et juste au cas où, sachez que voilà, des fois l'éluminosité va pas être top car il fait très chaud, donc j'ai les stores fermés et je suis obligée de tourner avec la lumière allumée, donc c'est pas terrible, mais bon, il faut essayer de garder le frais comme on peut. Et j'ai déjà tourné certaines parties de la vidéo et disons que des fois je bafouille un peu, je m'en excuse. La première partie c'est surtout parce que j'ai une énorme migraine. Et vers la fin, c'est parce que aussi là il faisait très chaud et pour tourner des vidéos quand il fait très chaud, je vous assure, c'est pas facile, mais bon voilà, j'ai envie de vous faire du contenu donc je m'y attelle. Donc voilà, et du coup je vous laisse découvrir toutes les lectures que j'ai faites en mai. Ma première lecture de mai, ça a été Dual, le premier tome, la sélection de Sandrine Clément aux éditions Rivka. Et donc je remercie encore la maison d'édition pour moi de ce service presse. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et dans Dual, en fait, on suit un jeune homme qui a passé son enfance à l'orphelinat jusqu'à ce qu'une mystérieuse association l'adopte. Il va pouvoir faire des études et lorsqu'il devient majeur, l'association lui fait une proposition, en fait, celle d'intégrer une formation pour remplacer le super-héros actuel. Notre protagoniste, Vidar, ne réfléchit pas plus que ça et il décide d'intégrer la formation. Et là, il arrive dans un mystérieux complexe militaire et il se rend compte en fait qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres jeunes gens qui ont été sélectionnés également pour remplacer le super-héros. Et on va dire que pendant cette formation, les choses sont assez floues. Effectivement, ils ont 2-3 règles très strictes qu'ils doivent respecter, sinon ils se font systématiquement éliminer. Mais sinon, pour le reste, c'est très vague et ils ne savent pas combien de temps ils vont passer là, ce qu'ils vont faire exactement. Donc voilà, on va découvrir tout cela avec notre protagoniste. C'est donc une lecture à laquelle j'ai mis la note de 9 sur 10 et je peux déjà vous dire qu'il y a différents avertissements. Je les ai mentionnés dans ma chronique sur le blog comme d'habitude, c'est tout au fond de la chronique et vous avez tous les avertissements si vous voulez aller les lire et savoir exactement ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Mais là je ne vous les cite pas pour ne pas vous spoiler. Donc tout d'abord, j'ai apprécié suivre Vidar, notre personnage principal. Donc, comme je vous disais, on le suit lorsqu'il est déjà enfant, lorsqu'il était à l'orphelinat. On va également le suivre vers la fin de ses études, au moment où on va lui proposer le fameux choix. Et ensuite, on le suit également lorsqu'il intègre cette formation pour remplacer le super-héros actuel. J'ai également aimé découvrir les autres recrues, donc c'est clair, il y en a certaines qui sont plus sympathiques que d'autres, et suivre leur évolution au fil du temps. Durant l'histoire, Vidar devra prendre des décisions importantes pour son avenir, bien entendu, et également concernant sa relation avec les autres participants, car Vidar, vous allez vite vous rendre compte, est quelqu'un qui est assez solitaire de base, mais qui va petit à petit s'ouvrir. Et j'ai trouvé notre protagoniste aussi très attachant, surtout les moments où il dévoile progressivement ses émotions et ses blessures. Et c'est vrai qu'à travers ces passages, on apprend à mieux le connaître également. Ici, on est sur une plume qui est à la fois prenante, fluide et immersive. Et il faut dire qu'une fois qu'on est pris dans le récit, on a tout simplement envie de continuer de connaître la fin du tome. Et j'ai envie de vous dire que bien entendu, le doute plane pendant une grosse partie de l'histoire car effectivement, on a les fameuses règles qui sont assez claires, qui ont été données par la formation, mais tout le reste demeure dans le flou, et il est certain que les membres de la fondation ne leur disent pas tout en fait à ces jeunes gens. J'ai trouvé que ce tome, en fait, il s'articule autour de l'entraînement, surtout pour nous montrer comment ça se passe pour devenir un futur super-héros, mais il met aussi en avant des relations fortes, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, des moments hors du temps où on va voir nos protagonistes passer quand même des moments sympathiques ensemble, mais aussi des désillusions, car effectivement, nos futurs apprentis héros, ou comment dire ça, nos participants, voilà, se rendent vraiment compte rapidement qu'en fait, être un super-héros, c'est pas juste représenter le bien, qu'il y aura des choix difficiles à prendre, et donc on se rend compte qu'on bascule dans un univers qui n'est pas tout blanc, j'ai envie de dire, mais plutôt gris.
Et pour le dénouement final, il est tout simplement captivant et il donne envie de se jeter sur la suite qui est donc le dernier tome. Et je dois dire que j'ai hâte de lire ce second tome. Pour moi, franchement, ça a été une très bonne découverte ce premier tome. J'ai pu découvrir la plume déjà de l'autrice, découvrir son univers qui était très intéressant. Et je me suis trouvée à être prise en fait avec ces jeunes dans cet entraînement et à me dire mais lequel va être le prochain à partir, lequel va rester, qui va être le futur super-héros, car vraiment, on se pose tout du long ces questions. Et aussi de se dire, mais qu'est-ce qui va leur arriver au final parce que par moments, on a aussi des doutes sur ce que fait vraiment la Fondation. Est-ce qu'ils leur disent totalement la vérité, ou est-ce que, franchement, ils leur mentent voilà, donc on a vraiment des doutes. Et j'ai apprécié cette ambiance, je dois dire. Donc ça a été une très belle découverte pour ma part, j'ai été prise dans cette lecture. Et là, comme je vous dis, j'ai juste envie de lire la suite. Donc c'est une lecture que je ne peux que vous recommander si vous aimez un peu tout ce qui est science-fiction et les récits avec des super-héros. Et là, notamment, un apprentissage pour devenir super-héros. Je vais maintenant passer à mon coup de cœur. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune sur le mois de mai. Ça a été vraiment une incroyable découverte. J'ai été prise dans l'univers et donc mon coup de cœur de ce mois, ça a été Agence Perdido, le premier tome, Les Derniers Retrouveurs de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous montre la couverture qui est juste incroyable. Et ici vous avez le superbe jaspage. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que sinon il fait très chaud. Et il y a des travaux à côté et ils font des petits bruits, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la caméra. Donc comme je vous disais, oui c'est mon coup de cœur, il a eu 10 sur 10. Et ici en fait, pour faire un résumé, nous sommes dans un univers où les croque-mitaines existent. Ils viennent dans notre monde pour nous voler des objets, voire même des personnes. Lucie, il y a une année, sa mère a disparu. Et sa vie a été totalement chamboulée. Et un jour, elle va faire la rencontre d'une étrange personne qui se nomme Rita Perdido et qui va lui apprendre qu'elle fait partie des gens qu'on nomme les retrouveurs et qui ont la capacité en fait d'entrer dans les oubliettes, c'est le domaine des croque-mitaines, et d'aller reprendre les objets qu'ils ont volés. Donc, Lucie se met alors à penser qu'en fait, sa mère n'a peut-être pas disparu comme ça, en fait qu'elle a peut-être été enlevée par un croque-mitaine et elle va partir à sa recherche. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc là, comme je vous disais, c'est un coup de cœur, je lui ai donc mis la note de 10 sur 10. Et comment vous dire, j'ai été immédiatement embarquée dans l'ambiance à la fois spooky et mystérieuse qui plane dans cette lecture. Et que pour une lecture jeunesse, je dois avouer que même moi en tant qu'adulte, il y a plusieurs passages où j'ai bien frissonné, notamment un des premiers passages que l'on a dans l'histoire, c'est le fameux passage du grenier. Et bien je peux vous dire qu'il m'a bien fait frissonner, donc l'ambiance spooky, ça marche, même sur de l'adulte, j'ai envie de dire, on frissonne. Lucie, c'est un personnage qui est attachant également, et elle va faire différentes rencontres dans ce tome, et disons qu'il va aussi lui arriver bien des péripéties, et vraiment on va voir tout ce qui lui arrive au fur et à mesure de l'histoire. J'ai été fascinée par l'univers des croque-mitaines et les différentes oubliettes visitées parce qu'effectivement chaque oubliette est spécifique à son croque-mitaine et donc elles sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Et ça c'était très intéressant, j'ai trouvé. On a aussi une intrigue qui est prenante et qui propose de nombreux rebondissements, mais aussi des révélations complètement inattendues. Comment vous dire, je me suis retrouvée plusieurs fois sur les fesses, je n'avais rien vu venir. Et ça a été vraiment la grosse surprise à plusieurs reprises. Et j'étais aussi heureuse de retrouver la plume de Victor Dixon. C'est une plume que j'apprécie beaucoup, car elle est à la fois fluide, immersive et prenante. Et disons qu'en plus là, elle est adaptée vraiment pour de jeunes lecteurs, tout simplement. Et là, ça, voilà. Je trouve que ça nous pas, même si c'est adapté pour des jeunes, même en tant qu'adulte, je trouve que c'est une plume qui est vraiment agréable à lire et qui reste dans la simplicité, mais vraiment ça passe super bien. Et donc dans cette lecture, vous dévorez les pages, tout simplement vous voyez pas les pages défiler. Et dans cette lecture on a également de doubles pages illustrées qui sont juste magnifiques. Je vais essayer de vous retrouver la première, c'est celle qui spoil le moins. Et dans ces doubles pages, alors ça nous permet de mieux nous représenter certains décors. Ah voilà. Donc je disais oui, ça permet de mieux se représenter certains décors. Et aussi ce qui est vraiment sympathique, c'est qu'à chaque fois, double page nous propose un jeu. Donc c'est vraiment ce côté, on voit ce qui arrive à nos personnages sur la double page à ce moment-là. On voit le décor dans lequel on se trouve.
pour mieux se l'imaginer. Et après on a le fameux petit jeu, donc voilà l'une de ces deux doubles pages, la première qui est dans ce volume qui est juste sublime. Et donc je trouve que ce côté un peu, voilà, on voit ce qui arrive, on s'imagine la chose comme je vous dis, et après ce côté on nous met un texte et puis il faut rechercher quelque chose ou faut faire quelque chose, ben, je trouve que c'est vraiment sympathique de nous faire interagir avec l'histoire, donc ça j'ai vraiment apprécié. Et ces doubles pages, il y en a plusieurs tout au long de l'aventure. Et aussi à la fin du livre, vous retrouvez le rapport de retrouvage de Lucie, donc je vous montre juste la première page, où à l'intérieur vous allez retrouver en fait les dessins et les particularités de chaque croque-mitaine, donc ça je peux pas vous le montrer pour ne pas vous spoiler, mais c'est vraiment très intéressant, ça permet de mieux s'imaginer chacun des croque-mitaines que l'on rencontre dans ce tome. Et aussi, on va avoir certaines informations sur les retrouveurs, ça je peux peut-être vous les montrer. Voilà, donc là, après les croque-mitaines, on a vraiment tout ce qui est en lien avec les retrouveurs. Et à la fin, vous avez l'équipement du retrouveur également que l'on nous montre. Mais vraiment, ce qui était le plus intéressant, c'était vraiment tout ce qui concerne les croque-mitaines et les informations qu'on nous donne et vraiment d'avoir leur image. Je trouve ça nous permet encore de mieux nous les imaginer et vraiment de vraiment s'immerger dans le récit. Et pour ce tome, j'ai trouvé le dénouement final vraiment captivant. En fait, Lucie, elle apprend de nombreux éléments intéressants et elle a de nouveaux objectifs pour la suite plutôt. Et tout cela, en fait, ça donne juste envie de se jeter sur le tome 2 et ça tombe bien, car j'ai pas dû attendre trop longtemps, car à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, nous sommes en train de lire le tome 2 en lecture commune et donc, comment vous dire, j'ai vraiment hâte. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'effectivement, on en apprend beaucoup sur Lucie, ses capacités, et Lucie va également en apprendre plus sur son passé, et ça c'est très intéressant. Et comme je vous disais, cet univers de croque-mitaines, d'oubliettes, tout ça, c'est très intéressant. Et tout ce qu'on apprend dans ce livre, mais j'ai adoré. En plus, le croque-mitaine c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans les livres, donc ça m'a d'autant plus plu, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que c'était un gros coup de cœur, car vraiment, j'ai envie de dire, il n'y a pas de moment de pause en fait dans ce livre. Il se passe sans cesse des éléments ou comme je vous dis, des retournements de situation, des révélations et tellement de choses qu'on ne voit pas venir que vraiment ça faisait un moment que je m'étais pas retrouvée sur les fesses comme ça à me dire ah ouais alors ça je l'avais pas vu arriver. Et vu comme ça se termine, j'ai envie de vous dire, on sent que dans le tome 2 il va aussi se passer beaucoup de choses. J'ai également lu La Reine des Pantins de Rosalia Radosti aux éditions Dupuis, je vous mets la couverture ici, c'est une BD que j'ai lue en numérique et donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour le droit de ce service presse ainsi que pour leur confiance. Et donc ici nous sommes en 1760, on suit Jacques qui est un jeune enfant à la constitution fragile et dont la vie est loin d'être facile car effectivement ses parents n'ont aucune pitié pour lui, ils le font travailler au champ dans des conditions très dures. Et Jacques, lui, pour s'évader tout ça, en fait, il part dans son monde, en fait, dans un univers fantastique qu'il imagine, où il n'est plus Jacques, mais princesse Jacqueline, et il est la reine de ces pantins, qui sont des êtres exclus, et un jour il va partir à la quête de la robe d'or, justement pour pouvoir créer un royaume où ces pantins exclus et lui, ou plutôt elle, vu que c'est la princesse Jacqueline, pourront vivre. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10 et je dois vous prévenir, c'est une lecture qui est clairement pour des adultes. Il y a certains avertissements que j'ai mentionnés dans ma chronique, donc comme d'habitude allez voir sur le blog. La chronique, les avertissements sont tout au fond de la chronique, donc voilà, je vous conseille d'aller y jeter un œil avant de vous lancer à l'intérieur car quand même il vaut mieux les connaître avant de se lancer là-dedans et savoir que c'est quand même une lecture qui est assez dure malgré tout, et notamment, surtout avec une fin qui est très dure également. Comme je vous le disais, cette histoire nous entraîne entre la réalité et l'imagination, tout en abordant de nombreux thèmes d'actualité, comme la quête d'identité et la violence notamment. Même si le récit, comme je vous le disais, se déroule en 1760, et que certains sujets, donc, comme vous pouvez l'imaginer, sont très mal vus à cette époque, ben, on va dire qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, c'est encore difficile à accepter pour certains d'entre eux. Et c'est justement là le message que ce récit souhaite transmettre, celui de l'acceptation et de la tolérance.
Je dois dire que je me suis rapidement attachée à Jacques ou à Princesse Jacqueline, ainsi qu'à ses pantins au caractère coloré et taquin qui sont vraiment très agréables. Donc dans l'imagination de Jacques, la troupe se lance à la conquête de la robe d'or, comme je vous le disais, et leur voyage va les mener dans des lieux variés et leur permettre de rencontrer des personnages particuliers également. Pour ce qui est des illustrations, je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors j'ai trouvé qu'elles étaient à la fois belles et réalistes, et surtout ce qui est bien fait, c'est qu'elles s'adaptent en fonction de l'univers dans lequel nous nous trouvons. Notamment au niveau de la colorisation. Dans notre monde, on va retrouver des planches qui sont plutôt froides et sans couleur, alors que dans l'imagination de Jacques, on est sur des planches qui sont tout de suite beaucoup plus vives et colorées. Comme je vous le disais, le dénouement final est dur, vraiment très dur, et je dirais même que c'est un vrai déchirement émotionnel. Franchement, c'est une lecture, je dirais, je l'ai refermée, et il m'a fallu quelques temps pour digérer tout ce que j'ai vu à l'intérieur, surtout le dénouement final, car je dois dire que quand je l'ai refermé, ça m'a beaucoup fait réfléchir, et c'est vrai que la fin qu'on nous propose, eh bien, après tout ça, j'ai eu un petit moment de malaise, et il a fallu, comme je vous disais, le temps de digérer tout ce que j'ai ressenti à travers cette lecture. Donc comme je vous disais, j'ai mis la note de 8 sur 10 à cette lecture, donc j'ai enlevé un point en fait, car je dois dire que j'ai été perdue en fait lors de certains passages de l'album. Et c'est vrai que, voilà, il y a certains moments, je sais pas comment dire ça, mais nos personnages vont passer par certains endroits, tout ça, et quand ça arrivait, eh bien, je me sentais perdue, je sais pas pourquoi. En fait, j'aurais dû m'en douter qu'on allait avancer gentiment, hein, parce qu'on a ce saut d'un monde à l'autre, et chaque fois quand on revient, surtout dans le monde des pantins, eh bien, j'aurais dû me douter qu'on avait avancé. C'est vrai qu'il me fallait un certain temps pour me dire « Ah, la dernière fois ils étaient là, donc du coup, ils ont avancé, puis ben, ils finissent là, tout simplement. » Je sais pas pourquoi ça... J'ai eu ces moments un peu... Waouh, vraiment je me sentais perdue, il fallait vraiment remettre les choses et me dire « Bah, maintenant ils étaient là, maintenant ils sont là, et après ça allait. » Mais voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé un point à cette BD. Mais après, je trouve que c'est une BD qui est très intéressante, qui aborde des termes, comme je vous disais, des thèmes d'actualité, et qui essaye de transmettre un beau message malgré tout. Après, effectivement, comme je vous disais, regardez les avertissements qu'il y a à l'intérieur, car il y a des passages qui sont très durs, et c'est pour ça que je pense que cette lecture est plus adaptée pour des adultes, et que je ne la donnerai pas à des jeunes lecteurs pour le coup, car vraiment, c'est une lecture qui est très dure sur certains passages. J'ai également lu La légende de Akutaku d'Alba Cardona aux éditions Jungle, donc je mets ma couverture ici car je l'ai lu en numérique, et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Et donc ici, nous suivons Yuki, c'est une orpheline de 13 ans qui est sourde, et par la suite elle est amenée à devenir la chef du village. C'est sa grand-mère qui l'élève pour le moment. Et disons que le fait qu'elle soit sourde, son handicap n'est pas vu d'un très bon œil par les gens du village, car en fait ils associent cela au Akutaku. C'est une créature magique qui a causé une catastrophe dans le village il y a plusieurs années. Et un jour, dans la forêt, Yuki va se retrouver en face du Akutaku. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 9 sur 10. J'ai trouvé que c'était un récit jeunesse à la fois prenant et touchant, et j'ai apprécié suivre Yuki dans cette aventure, car vraiment c'est un personnage qui est vraiment attachant. J'ai également appris ce qu'était le Akutaku. En fait, c'est une créature du folklore asiatique dont je n'avais jamais entendu parler, donc cette histoire m'a permis de la découvrir. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est qu'il aborde les thèmes de la tolérance, de l'acceptation, mais on parle aussi du rejet et de la jalousie, donc des thèmes qui m'ont semblé très importants de mettre en avant à travers ce récit. On découvre aussi rapidement que notre protagoniste Yuki, c'est une jeune fille isolée à cause de sa surdité, et on va dire que sa rencontre avec le Akutaku va tout changer. Et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est qu'on a certaines planches où justement on a des illustrations où l'on voit Yuki communiquer en langue des signes, et ça j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait dans cette BD. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Yuki, mais il y a également d'autres personnages qui sont attachants et intéressants dans cette histoire, et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié le personnage du Akutaku.
Et le dénouement final, j'ai trouvé qu'il était captivant et j'ai également beaucoup aimé la manière dont différents personnages vont évoluer tout au long du récit. Pour ce qui est des illustrations, je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez vous faire une idée. J'ai trouvé que c'était des illustrations magnifiques, avec un côté qui rappelle le manga, en fait, je trouve, et qui rend l'histoire encore plus vivante et dynamique pour le coup. En fait, je trouvais que c'était un style de dessin qui me parlait. Et en plus là, d'avoir ce côté manga en couleur, j'ai beaucoup apprécié. Et en plus avec ça, on a une colorisation qui est très vive, avec des couleurs dans des tons lumineux et chaleureux, donc c'est vraiment très peps. Et les scènes que j'ai particulièrement appréciées, en fait, on a beaucoup de scènes dans la forêt avec la neige qui tombe, et ces scènes-là, je les ai juste trouvées magnifiques. Et une autre information que j'ai apprise après coup, en fait moi comme j'ai lu le livre en version numérique, ça n'a pas changé pour moi, je l'ai lu comme une BD, mais si vous procurez le livre en format papier, eh bien disons qu'il se lit comme un manga, donc voilà, comme je vous disais, il y a des couleurs, c'est un effet manga, et la BD se lit à l'envers comme un manga pour le coup, donc voilà, autre information que je trouve importante de vous dire, même si moi, bah, comme je l'ai lu en numérique, pour moi ça n'a pas changé en fait mon sens de lecture. J'ai vraiment passé un agréable moment avec cette lecture, je l'ai lu d'une traite, vraiment j'étais embarquée dans le récit, et il faut dire qu'avec un personnage qui est atteint de surdité, c'est vrai qu'il y avait des fois c'était juste de l'illustration, sans bulle de texte, et j'ai trouvé ces passages vraiment plus parlants en fait, car nos personnages sont très expressifs, et vraiment c'est une histoire aussi que j'ai trouvé touchante, qui aborde des thèmes qui sont justes, et puis surtout d'apprendre ce qu'était le Akutaku, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est une histoire qui est simple pour la jeunesse, et même pour nous adultes, je trouve que ça se lit bien, ça nous permet de passer un bon moment, de voir des personnages qui sont intéressants, et c'est une histoire, comme je vous dis, qui est très simple, mais pour moi qui fait le travail, et voilà, qu'on a envie de lire d'une traite et tout ça, avec de magnifiques planches, des dessins sublimes, et une colorisation qui est juste vive, et moi je me suis régalée à ce niveau-là, en tout cas j'ai passé un très bon moment. Et si vous tombez un jour sur cette BD, je ne peux que vous la recommander, car vraiment, surtout en hiver, je trouve c'est une BD qui passe super bien. J'ai également lu I Hope This Doesn't Find You, le tome 1 d'Anne Liang aux éditions PKJ, donc je vous montre la couverture. Et donc c'est le deuxième livre que je ressens dans le cadre du prix des lecteurs PKJ 2026, donc je remercie encore la maison d'édition. Et cette fois donc on suit Sadie Wen, c'est une fille parfaite si on peut dire comme ça. Elle est capitaine de son lycée, élève modèle, et voilà, donc elle donne une très belle image d'elle. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière Sadie, elle lâche sa frustration dans des emails qu'elle écrit, en disant vraiment tout ce qu'elle pense sur une certaine personne, mais ces emails, elle ne les envoie jamais et elle les garde dans ses brouillons. Sauf qu'un jour, malchance, tous ces emails sont envoyés et sa réputation vole en éclats. Et alors que Sadie, elle essaye de reconstruire tout ça, il y a un élève que ça a l'air auquel ça a l'air de vraiment plaire, justement, ce qui lui arrive, c'est Julius, le garçon qu'elle adore détester. Voilà, donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10. Et franchement c'était une bonne découverte et c'était très intéressant, car ici c'est un livre qui se passe en Australie. Alors ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le système éducatif en Australie et certaines choses que je n'imaginais pas dans les lycées australiens. Dans cette lecture, j'ai trouvé un récit addictif avec des personnages à la fois attachants et touchants, et je dois dire que j'ai aussi trouvé une plume fluide et immersive. Très vite on se rend compte qu'on est dans un trope rivals to lovers, donc la romance va prendre tout son temps, et en plus que nos deux protagonistes sont en compétition depuis leur plus jeune âge. Et en plus, l'intrigue alterne entre moments de confrontation, moments drôles, ainsi que d'autres plus émouvants. Comme je vous le disais, la vie bien orchestrée de Sadie va voler en éclats suite à l'envoi de ses emails, et l'image parfaite qu'elle s'était construite en est fortement ébranlée. Elle va donc être prête à tout pour essayer de la reconstituer. Et disons que par moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ou plutôt à plusieurs reprises, je me suis reconnue dans le personnage de Sadie sur certains points. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, car vraiment sur certaines choses, sa manière de penser,
je me suis dit mais ça, c'était moi quand j'étais en études quoi en fait, et c'était vraiment très drôle de me reconnaître dans Sadie sur ces points-là. On en apprend aussi davantage sur le quotidien de Julius et sur les raisons pour lesquelles il cherche à tout prix à être meilleur que Sadie. Et on a un dénouement final que j'ai trouvé très sympathique et qui laisse enfin éclater les sentiments comme vous pouvez vous en douter. Alors comme je vous disais, j'ai mis la note de 7 sur 10 à cette lecture. En fait, j'ai retiré quelques points car déjà, j'ai trouvé la fin vraiment précipitée. En fait, une fois que les révélations sont faites, nous n'assistons même pas au premier moment de couple de nos protagonistes. Et ça, j'ai trouvé vraiment dommage car je m'attendais au moins à voir le début de leur couple après la déclaration. J'ai aussi trouvé dommage que certains personnages secondaires ne soient pas davantage travaillés pour prendre une plus grande place dans le récit, surtout qu'on les voit régulièrement. Je pense surtout à deux en particulier. Et aussi, je pense que justement, ça aurait permis d'apporter plus d'informations lors des moments importants, et c'est ça que je regrette à ce niveau-là. Sinon, ça a été une lecture agréable, ça se lit très vite une fois qu'on est embarqué avec nos deux protagonistes, et comme je vous dis, il y a des moments, j'ai vraiment ri des situations, c'est vraiment des moments très drôles, mais il y a vraiment ce mélange en fait où on est des fois sur de la confrontation, comme je vous disais, de l'humour, ou d'autres moments qui sont beaucoup plus touchants, qui se passent entre nos deux personnages, et on se dit, voilà, on joue sur ces différents sentiments, et ça m'a beaucoup plu. Alors là, on était sur une lecture qui fait un peu moins de 330 pages, c'est écrit assez grand et aéré comme en général pour les PKJ, et aussi les PKJ, c'est vrai que c'est toujours des lectures qui se lisent très vite une fois qu'on est pris dedans, eh bien on tourne les pages sans s'en rendre compte, et là ça fait la même chose avec cette histoire, et comme je vous dis, ben, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à, comment c'était, j'ai lu la BD, à tous les garçons que j'ai aimés, ça reprenait un peu ce principe, mais cette fois avec des emails, et ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi d'en apprendre un peu plus sur ces deux personnages, et surtout de voir comment Sadie allait se reconstruire après c'est le malheur qui lui est arrivé tout simplement. Donc voilà, une belle découverte. Je pense, je vous dis franchement, que si je l'avais pas reçu dans le cadre du prix des lecteurs PKJ, je pense pas que ce serait un livre que je me serais procuré, mais voilà, étant donné que je l'ai reçu pour l'occasion, ça m'a permis une belle découverte, et peut-être une lecture plus, comment dire ça, plus soft que ce que j'ai habituellement dans du fantastique ou de la fantasy, où c'est que c'est des thèmes plus durs. Là, c'est vraiment très soft, on passe un bon moment, et c'est vrai que ça, de temps en temps, des lectures comme ça fait du bien. J'ai également lu Lakota, le premier tome Origine de Marianne Ludlow, et c'est en auto-édition, donc je vous mets la couverture ici. Je remercie encore l'autrice pour ce service presse. Et donc ici, on suit Enola, c'est une jeune femme comme les autres, sauf qu'elle subit des absences. Et on va dire que ces absences lui pourrissent la vie, tout simplement. Elle espère que le déménagement qu'elle fait avec sa famille va lui permettre de changer sa vie, en fait, avec un nouveau lycée, de nouveaux amis, tout cela. Et un jour, suite au conseil d'un membre de sa famille, elle va tester la lithothérapie. Et suite à cela, en fait, ses absences, en fait, elle va se rendre compte qu'elle se souvient de ce qu'elle voit pendant ses absences. Et entre-temps, dans son nouveau lycée, elle va faire la rencontre de Jolan, qui fait partie de la tribu Lakota. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Et aussi, je peux juste vous dire qu'il y a quelques avertissements qu'il vaut mieux connaître. Je ne vais pas vous les mentionner ici pour ne pas vous spoiler, au cas où ils seront mentionnés dans ma chronique sur le blog, et comme d'habitude, ils sont à la fin de la chronique si vous voulez aller y jeter un œil, mais je pense que pour certains, c'est mieux de les connaître avant de se lancer dans la lecture. Avec ce livre, comment vous dire, j'ai eu le sentiment en fait de retrouver un vieil ami, car cette lecture en fait, elle m'a rappelé les romans fantastiques que je lisais à l'époque, ces romans, vous savez, qui étaient fantastiques, addictifs, qu'on lisait quand on était ado. Et bien là, dès que j'ai commencé la lecture de ce tome, j'ai eu cette impression en fait de me retrouver adolescente, tout ça, et vraiment de retrouver ce vieil ami. Et comment vous dire, mais déjà ça m'a fait vraiment du bien. J'ai également apprécié d'en apprendre davantage sur les Lakota, donc leur culture, leurs mythes, leurs histoires, vraiment beaucoup d'éléments. Et on sent que l'autrice, elle s'est vraiment documentée afin de nous immerger dans cet univers, et vraiment qu'on ait beaucoup d'informations sur cette culture dans son roman.
J'ai également trouvé que les personnages étaient bien construits, bien développés et attachants, notamment Enola qui souhaite prendre un nouveau départ et Gjolan qui tente de respecter les décisions de sa tribu. Donc la narration multiple, j'ai trouvé qu'elle était intéressante dans ce récit car elle amène du dynamisme. Et nous suivons donc principalement Enola, Gjolan et un autre personnage secondaire. Et ce qui est bien fait, c'est qu'à chaque fois, pour savoir à quel personnage on est lorsque l'on change de chapitre, au début de chapitre, on a une illustration et chaque illustration est différente et en fonction de quelle illustration on a, eh bien on sait quel personnage on suit. Par exemple pour Enola, c'est un dessin d'attrape-rêve et je trouve que c'est très bien fait car au lieu de mettre juste le prénom, eh bien je trouve qu'avoir ces illustrations, ça va très bien déjà avec l'univers et ça nous permet, dès qu'on a mémorisé à qui on associe quelle illustration, de savoir immédiatement avec quel personnage on va passer le chapitre. Comme je vous disais, Enola avec le déménagement, donc elle espère une nouvelle vie, sauf qu'il va y arriver beaucoup de choses et qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. De plus, ses absences ne semblent pas du tout se calmer, mais elle pourra compter sur ses nouveaux amis pour la soutenir au fil des révélations et aussi face à la menace qui se profile peu à peu. Une fois embarquée dans cette histoire, j'ai envie de vous dire, c'est difficile de la lâcher. Après, le côté fantastique se manifeste rapidement. Pour ce qui est de la romance, j'ai envie de vous dire, elle semble évidente très vite aussi. Mais, comme vous pouvez vous en douter, elle sera semée d'embûches. J'ai trouvé la plume de l'autrice immersive, abordable et fluide. Et justement, elle nous donne beaucoup d'informations sur l'île Lakota. Et justement, pour ne pas être perdu au milieu de toutes ces informations, au cas où, il y a également des explications qui seront données à la fin du roman, donc qui permettent aussi de savoir exactement ce qu'elle a voulu nous transmettre, ou les éléments spécifiques en lien avec la culture Lakota plutôt. Et tous ces éléments, je trouve que c'était très intéressant de les voir à la fin du livre, justement, car on a beaucoup d'explications. Et justement, pour vraiment comprendre tous les éléments qui sont abordés dans l'histoire, j'ai trouvé intéressant également d'avoir ces explications à la fin qui nous permettent de mieux comprendre cette culture. Et le dénouement final est juste captivant et donne envie de se ruer sur la suite, parce que vraiment comme ça se termine, vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de lire le deuxième tome et justement il va tout bientôt y passer, je peux déjà vous le dire. Alors après j'ai juste retiré un point, car au début j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire, surtout les chapitres qui étaient du point de vue de Gjolan. Car c'est vrai qu'au départ, Gjolan, il nous donne beaucoup d'informations, il parle de beaucoup de personnages que l'on ne connaît pas encore à ce moment-là, et toutes ces informations, tout ça, je dois vous dire, je comprenais rien, alors c'est vrai que je me suis retrouvée assez perdue au début avec Gjolan, mais heureusement, c'est juste, je dirais, le premier chapitre, surtout que j'ai eu cette impression d'être perdue, et après, comme on a encore le point de vue d'Enola qui vient, et justement que on a déjà quelques éléments qui sont mis en place. Après avec Gjolan ça va mieux, mais c'est vrai que ce premier chapitre m'a vraiment perdue. Je me suis dit oulala, si ça continue comme ça, ça va pas le faire avec Gjolan, mais heureusement ça va mieux par la suite, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que le premier chapitre, on parle de différents personnages, tout ça, on sait pas qui c'est, on se dit mais oui alors de qui il parle. Et après c'est vrai que pour faire un peu le lien avec tous ces personnages, ça a été un peu plus compliqué, mais après, ça allait, donc c'est juste pour ça que j'ai retiré un petit point, donc juste parce que j'étais un peu perdue dès que j'ai eu le premier point de vue de Gjolan. J'ai également lu Les Masques d'Exendorf, le premier tome, Le règne de Dame Capelle de Krafab aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car c'est une lecture que j'ai faite en numérique et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Et donc ici, j'ai envie de vous dire bienvenue en Suisse, car l'histoire va se dérouler effectivement en Suisse. On suit Fanny, une adolescente passionnée de surnaturel, qui aime bien raconter des histoires qui font peur aux plus jeunes, et notamment l'histoire de Dame Capelle. C'était une sorcière qui a terrorisé la région à l'époque, et dont la légende raconte qu'elle est enfermée dans le glas, une cloche ensorcelée. Une cloche ensorcelée, voilà je vais trouver mes mots, et du coup Fanny décide avec son ami Harig de partir à la recherche de ce mystérieux glas. Donc voilà tout ce que je peux vous dire ici. Il s'agit d'une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors déjà, je trouvais que c'était une BD jeunesse qui nous plonge directement dans un univers assez sombre et pesant, donc c'est vrai que c'est une lecture qui peut être assez spooky pour des enfants sur certains éléments. En plus, l'histoire s'intéresse au mythe alpin tout en revisitant la légende de la sorcière, car vraiment les sorcières que vous allez rencontrer là-dedans
ça n'a rien à voir avec les sorcières que l'on rencontre dans plutôt avec la sorcière que l'on connaît habituellement. Et disons que Fanny et son ami Harig, ils vont se retrouver embarqués dans une aventure qui va très rapidement les dépasser. J'ai aussi apprécié découvrir les différentes créatures fantastiques et je me suis particulièrement attachée à l'une d'entre elles, je vais vous prononcer le nom comme il faut parce que si je ne le lis pas, c'est sûr que je ne parviens pas à le prononcer, le Tatzelwurm. Alors c'est un... Alors j'ai vu à quoi il ressemblait en vrai, là dans la BD on l'a adapté, c'est un chat, mais je voulais découvrir sa particularité et vraiment je l'ai adoré. Et au fil de l'histoire, Fanny découvre également qui elle est vraiment et va tenter de venir en aide à ses amis. Et j'ai trouvé le dénouement final palpitant ainsi que riche en tension. Concernant les illustrations, je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez voir de quoi je parle exactement. J'ai trouvé que les illustrations elles étaient particulières avec des traits plus en rondeur que de ce que j'ai l'habitude de lire. Et aussi des personnages ont des expressions vraiment, ont des visages très expressifs. Et on va dire que ça s'adapte parfaitement avec ce style de récit qui veut être dynamique et où justement il n'y a pas un instant de répit. On a aussi une colorisation qui s'adapte en fonction des différentes scènes, allant parfois dans des tons plus rouges ou sombres, et à l'inverse faire des teintes claires et chaleureuses, donc c'est vraiment en fonction de dans quel monde on se trouve, et justement de quelle ambiance on veut essayer de retranscrire. Et la dernière partie de l'histoire, je l'ai trouvée très intéressante car en fait tout à la fin de l'album, vous avez des informations qui sont données dans le carnet de Harig. Et donc en fait cette partie explique clairement les liens avec le folklore suisse et aussi on nous parle de la chasse aux sorcières qui a eu lieu dans le pays et vraiment toutes les infos qui sont données sont très intéressantes et justement permettent de faire le lien avec les différents éléments de l'histoire. Après, comme je disais, j'ai mis la note de 8 sur 10, en fait j'ai juste retiré un point, car il y a un élément qui m'a semblé traité trop rapidement, au travers d'une transition, et on va dire que je me suis un peu retrouvée perdue justement à ce moment. C'est juste pour ça que j'ai enlevé un point, mais sinon, je trouvais que c'était une histoire intéressante, comme je dis, un peu spooky selon certaines scènes, et aussi, nos personnages vont faire des rencontres intéressantes, que ce soit de créatures fantastiques ou d'autres personnages. Et voilà, donc pour moi, cette histoire m'a vraiment plu, surtout comme je vous dis, ça se passe chez moi en Suisse, alors c'est ça qui m'a déjà hypé au départ. Et là, je me dis que justement, vu comme ça se termine, eh bien, la porte est ouverte pour une suite et que voilà, je serais très curieuse de me replonger dans cet univers et de voir quelle suite on pourrait nous proposer avec les mêmes personnages. J'ai également lu Un frisson suisse, il s'agit du 6e tome de Black Justice 6.0 pour le coup, et donc Game Over de Nicolas Feut aux éditions Ouzou Suisse, et donc il s'agit de la fin de la saga. Voilà, je vais mettre la couverture. Et ici donc pour faire un bref résumé du premier tome, car je ne vais pas vous lire celui-ci pour ne pas vous spoiler, on suit donc Loris et Johan qui sont deux amis, ils aiment jouer aux jeux vidéo, et un jour ils décident de télécharger le jeu Black Justice. C'est un jeu hors la loi, on va dire des choses comme elles sont, car justement ce jeu est interdit et eux en le téléchargeant ils pensaient juste passer un bon moment, jouer tout ça, mais ils se rendent compte petit à petit que les décisions qu'ils prennent dans le jeu ont des répercussions sur la réalité. Voilà tout ce que je peux vous dire, et depuis tout ce temps, eh bien, nos protagonistes ont voyagé à différents endroits de Suisse à travers les tomes de Black Justice, et dans ce tome on va se retrouver plutôt du côté de Lausanne. Ici donc c'est un tome auquel j'ai mis une note de 8 sur 10 et je tiens encore à remercier la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse et je dois dire que j'avais hâte d'avoir enfin le fin mot de cette histoire. Comme vous pouvez vous en douter, je vais rester en surface pour ne pas trop vous spoiler, surtout que là on est sur le dernier tome de la saga. Tout d'abord ce que je peux vous dire c'est que j'ai trouvé le récit captivant et cette fois il va nous entraîner à travers différentes régions de Suisse, mais l'intrigue va principalement se dérouler à l'aquarium Vivarium Aquatis à Lausanne. Comme d'habitude, la plume est fluide et parfaitement adaptée pour de jeunes lecteurs, car ici on nous les recommande même, c'est des pages jeunesse que l'on recommande dès 10 ans. Et disons que dans ce récit, les protagonistes devront faire des choix cruciaux pour protéger leurs proches, tout en tentant d'arrêter The Cop, qui est l'administrateur de Black Justice. Heureusement pour eux, j'ai envie de dire, ils pourront compter sur l'aide d'un nouveau personnage à travers cette aventure.
Et comme d'habitude, on a des illustrations qui accompagnent le récit. Je vais peut-être pas vous montrer des choses qui pourraient vous spoiler, je regarde, voilà. Je vais juste montrer celle-là avec les requins. Donc vraiment, on a des illustrations tout au long du récit qui nous permettent encore de davantage nous immerger dans l'histoire et justement de mieux nous représenter ce que sont en train de vivre nos protagonistes. Et je dirais que le dénouement final est palpitant et conclut cette saga comme il se doit, car on a effectivement toutes les réponses à nos questions. Après, comme je vous disais, j'ai mis la note de 8 sur 10, donc j'ai retiré un point. En fait, car je me suis sentie moins embarquée à travers cette histoire qu'à travers d'autres tomes de la saga. Peut-être que c'est dû au fait qu'on a beaucoup voyagé à travers différentes régions de Suisse, par exemple dans ce tome, et qu'on n'ait pas eu la totalité du tome qui se passait dans l'aquarium Vivarium Aquatis. Peut-être que je m'attendais à passer davantage de temps là-bas, et justement que nos protagonistes soient bloqués, je sais pas, à l'intérieur, et qu'ils doivent se débrouiller, voilà, je ne sais pas, mais peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai été moins embarquée, parce que dans les autres tomes, on passe vraiment la majorité du tome au même endroit, et tous les éléments surviennent, voilà, à ce moment-là. Donc c'est peut-être ça qui a fait que j'ai été moins embarquée, mais après ça reste un très bon récit. Pour de jeunes lecteurs, c'est toujours écrit grand et aéré, je vais juste montrer, voilà, une page de texte. Et je pense que pour un enfant, comme je vous disais, il le recommande dès 10 ans, ça peut être une très bonne lecture. Et puis là, aussi le fait de parler peut-être de jeux vidéo ou de tout cela, ça peut parler aux jeunes lecteurs. Et je tiens juste à revenir sur un point, quand je vous présente des frissons suisses, je vous dis qu'ils peuvent se lire de manière indépendante les uns des autres. Sauf Black Justice. Black Justice, c'est vraiment une saga, et pour avoir tous les éléments et ne rien rater, et justement c'est pour tout comprendre ce qui se passe dans l'histoire, il faut les lire dans l'ordre. Donc vous commencez par Black Justice 1.0, 2.0, 3.0, etc. jusqu'à 6.0. Et là vraiment, je vous l'ai dit, c'est vraiment des suites où justement il y a des éléments qui se dévoilent au fur et à mesure, et si vous lisez, je sais pas, par exemple Black Justice 3.0, eh bien vous aurez déjà des éléments qui vous seront spoilés des autres tomes, ou vous ne comprendrez tout simplement pas certains éléments. Donc Black Justice, c'est vraiment la seule exception où là il faut lire les tomes dans l'ordre pour vraiment avoir toutes les informations, et surtout pour comprendre la saga et justement pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là. Comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce frisson suisse. Et là, je dois dire que voilà, la saga Black Justice, ça fait des années que je la lis, en fait, depuis que j'ai commencé les frissons suisses. Et là, ça me fait tout drôle de me dire que c'est la fin de nos deux protagonistes, et après toutes ces années, mais voilà, je suis quand même contente d'avoir eu toute l'histoire et d'avoir pu les suivre à travers leurs différentes aventures, comme je vous disais, à travers différents lieux de Suisse. Et là, si Nicolas Feut ressort un autre frisson suisse, je suis curieuse de savoir sur quel nouveau personnage on va rencontrer et qu'est-ce qu'il va reprendre comme nouvelle thématique. J'ai également lu le premier tome de Marla, La grotte du flamant rose de Lorena Calderon, je m'excuse, je sais jamais comment on prononce, et Giovanni Di Gregorio aux éditions Dupuis. Voilà, je montre la couverture qui est juste sublime, j'espère que vous verrez bien. Et là, donc, c'est un livre que j'ai reçu lors de la masse critique Babelio, donc je remercie encore Babelio ainsi que la maison d'édition pour cet envoi. Et ici, on suit Marla, qui est une jeune fille qui a toujours la tête dans les nuages, elle est rêveuse, et voilà, elle aime partir à l'aventure. Un jour, en fouillant la plage, elle va découvrir une mystérieuse bouteille contenant une perle et un message. Elle va souhaiter découvrir en fait ce que signifie le message, et donc elle va partir à l'aventure avec sa grand-maman et sa meilleure amie Julie. Donc on va les suivre à travers ses péripéties. Donc là c'est un livre auquel j'ai mis la note de 8 sur 10, et comment vous dire, c'est un livre qui est juste adorable avec de très beaux dessins. Donc comme je vous le disais, Marla, elle déborde d'imagination, elle est prête à tout pour partir à l'aventure, et donc là, la bouteille qu'elle va découvrir avec le mystérieux message déclenche une chasse au trésor en compagnie de sa grand-mère et de son amie Julie. Mais cette histoire est également l'occasion pour Marla d'en apprendre davantage sur le passé de sa grand-mère et de découvrir que malgré la différence de génération, elle se ressemble plus que Marla ne l'imagine. Car effectivement, très vite, on se rend compte qu'entre Marla et sa grand-mère, on va dire, elles ne se comprennent pas en fait, elles ne se sont pas beaucoup vues, et donc il n'y a pas vraiment de connexion entre elles, et juste ce voyage va justement permettre aux deux d'en apprendre davantage l'une sur l'autre.
En plus, ce récit nous entraîne dans de magnifiques paysages italiens avec des couleurs vives entre petits villages, mer et nature. Vraiment, c'est magnifique. Et l'enquête va entraîner notre protagoniste dans différentes situations. On va dire que sa soif d'aventure est tellement grande qu'elle peut lui faire perdre la notion de danger, donc on va voir justement ce qui peut en découler, et aussi lui faire oublier l'importance des personnages qui l'entourent, ce que justement ces fameux personnages vont lui rappeler plusieurs fois dans l'histoire. Pour ce qui est des illustrations, je dois dire que c'est un gros coup de cœur sur cet album, car vraiment les illustrations elles sont réalistes, expressives et détaillées. Je veux juste vous prendre une page pour vous montrer, voilà. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et les couleurs. Et tout ça justement, on est plongé immédiatement dans une ambiance, je trouve, estivale. Et en plus on a des couleurs, je trouve, vives et dynamiques. Je cherche juste peut-être d'autres éléments que je peux vous montrer sans vous spoiler, peut-être quand elles arrivent à... Voilà. Ah. Où c'est que c'est? Voilà, là quand elles arrivent là. Mais c'est vraiment magnifique avec ces couleurs vives, tout ça. Je me suis vraiment sentie en vacances, en été, en plus en Italie. Et j'ai envie de vous dire, ça, les illustrations, plusieurs fois je me suis arrêtée pour vraiment tout observer dans le détail, tellement c'était beau, tellement ça me parlait. Et les plus belles illustrations que j'ai vues, c'est justement, on nous parle à un moment donné que dans le village où elles arrivent, il y a un vieux parc d'attractions abandonné. Et bien, les images avec le parc d'attractions, j'ai trouvé que c'était juste magnifique. Mais bon, je vous laisse le découvrir, je vais pas vous les montrer pour ne pas vous spoiler, mais ça vaut le détour, j'ai envie de vous dire. Et voilà, un vrai régal visuel, et donc vraiment des illustrations peps, et vraiment magnifiques. Et disons qu'on a également un dénouement final intéressant qui promet de nouvelles aventures pour la suite, car effectivement l'aventure de Marla ne s'arrête pas ici. Elle a fait la première étape, mais voilà, disons que l'on découvre également qu'elle va devoir continuer si elle va comprendre exactement qui a envoyé ce fameux message dans cette bouteille. J'ai juste retiré un point en fait, car j'aurais l'impression d'apprendre davantage sur les personnages secondaires, notamment la grand-maman de Marla, mais également son amie Julie, car c'est vrai qu'elle la suit dans cette aventure, c'est très axé sur Marla, et c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est Marla qui décide tout, et je trouve que c'est dommage que ces deux personnages ne soient pas un peu plus développés pour prendre davantage leur place dans cette histoire, et surtout avec la grand-maman, j'aurais bien aimé comprendre d'où vient ce trouble qu'il y a au fait que justement Marla et sa grand-mère ne sont pas proches. Mais sinon ça reste une très belle BD, comme je vous disais, sympathique pour la jeunesse, qui a cette ambiance de vacances, et il y a des moments drôles, il y a des moments plus d'enquête où Marla va vraiment essayer de découvrir ce que signifie ce mystérieux message, et on va rencontrer aussi d'autres personnages qui sont vraiment très attachants. On va passer de très bons moments avec Marla. Et voilà, donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que je suis curieuse de découvrir la suite, car et je vais guetter quand la suite sortira, car j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver par la suite et voir, bien, je pense que par la suite il y aura aussi, on va partir à un nouvel endroit, voir justement ce que les auteurs nous réservent. J'ai également lu une lecture qui était dans ma pile à lire du printemps, donc au cas où si vous l'avez raté, je vous la mettrai dans un petit i, je crois qu'il est ici, mais j'ai toujours un doute. Et il s'agit de la Chronique des Bridgerton, le tome 6, Francesca, de Julia Quinn, aux éditions France Loisir Poche. Enfin, je vous montre, j'adore, c'est les couvertures des éditions France Loisir. Et du coup ici, ben, pour faire juste un bref résumé, comme vous devez vous en douter, on suit la famille Bridgerton, il y a différents frères et sœurs, et à chaque fois, on va suivre la romance de l'un d'entre eux. Donc là ça va être Francesca et on va découvrir sa romance. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Et disons qu'il y a quelques avertissements qu'il vaut mieux connaître. Alors, comme d'habitude ils sont dans ma chronique. Et le seul que je peux vous mentionner sans vous spoiler, c'est que voilà, attention, préparez-vous, il va y avoir des scènes de sexe. Voilà. Après je dirais que voilà, je vais essayer de rester en surface pour ne pas trop vous spoiler, vu qu'on est aussi sur un tome 6 ici, et on va dire que certains éléments de ce qui est arrivé à Francesca ont été dévoilés dans les autres tomes, ou si vous avez vu la série Netflix, il y a déjà certaines choses que vous savez à propos de Francesca. Pour ce qui est du livre,
En fait, on va dire que ce tome se déroule simultanément avec les histoires des tomes 4, en fait, c'était l'histoire de Colin, et le tome 5 qui était sur Héloïse. Et comme je vous le disais dans les autres tomes, en fait, nous avons déjà appris quelques informations sur ce qui est arrivé à Francesca et sur la vie qui n'a pas toujours été tendre pour elle. Et disons que j'étais contente d'arriver à ce tome car c'est vrai que j'ai apprécié en apprendre plus sur notre protagoniste à travers le tome qui lui est dédié. Et effectivement, je peux vous dire que ce tome m'a révélé une jeune femme qui est bien différente de ses frères et sœurs. Je dois dire aussi que le protagoniste masculin m'a beaucoup plu car il est très intéressant à suivre et je l'ai trouvé aussi sensible, ce qui était, on va dire, pas courant je pense pour les hommes à l'époque, mais là en tout cas il ne se cache pas de montrer sa sensibilité, en tout cas quand on est de son point de vue. Et aussi il a des exigences en fait, on va dire, il doit essayer de suivre les convenances qui sont dues à son rang. Et ici on peut dire clairement qu'on est sur une romance qui est très subtile car tout du long nos deux personnages vont retenir leurs sentiments notamment par culpabilité. Je vous ai dit que le tome sur Héloïse était déjà dans une ambiance plus retirée. Dans ce tome, on va dire, on reprend un peu le même schéma. Alors, il y a quand même une partie du récit, notamment la première partie où on va être dans la société à Londres, assister à des bals, des choses comme ça. Mais pour ce qui est de la suite, on va dire que les moments principaux vont se passer dans des lieux beaucoup plus reculés, aussi dans une ambiance plus campagnarde. Pour ce qui est du dénouement final, je l'ai trouvé vraiment émouvant et on va dire que là, les événements vont s'enchaîner tout simplement et très rapidement. Comme je vous ai dit, je lui ai mis la note de 8 sur 10, en fait j'ai juste retiré un point car à la fin on a un épilogue et celui-ci je l'ai trouvé assez expéditif et en fait on n'en apprend pas grand chose en plus sur la suite de notre couple parce que, juste pour comparer avec les autres tomes, sur les autres tomes, on retrouve nos couples un certain moment plus tard et on sait comment est-ce qu'ils ont évolué, tandis que là, ce n'est pas le cas et c'est vrai que je trouve que c'était dommage car j'aurais bien voulu savoir ce qu'il arrive à Francesca quelque temps après tout ce qui s'est passé dans ce tome. Sinon, ici, on est sur une lecture qui fait environ un peu moins de 380 pages. La taille d'écriture, est vraiment assez grande. Après c'est assez serré mais quand vous êtes pris dedans, je veux dire, ça se lit très vite. Et là en plus de suivre Francesca et son prétendant, je trouvais que c'était très intéressant car on voit tous les deux la manière dont ils pensent et justement on voit pourquoi ils se retiennent en fait au niveau de leurs sentiments. Et d'un certain côté avec le protagoniste masculin, j'ai vraiment apprécié car lui vraiment on voit qu'il a une certaine réputation, mais par derrière, on voit aussi que cette fameuse réputation, il l'a en fait pour certaines raisons. Et voilà, donc j'ai beaucoup apprécié tout ce que l'on nous révèle, et aussi la manière dont ce tome se termine. Et je dois dire, alors, je vous avais dit que le tome sur Héloïse, j'avais pas trop apprécié, mais alors celui sur Francesca, je pense que je le classerai sans hésitation dans mes tomes préférés avec ceux sur Anthony, Bénédicte et Colin. Et ma dernière lecture du mois, ça aurait été Ce qu'il reste de toi et moi de Lilian et Sophie Ruffieux aux éditions Soleil. Donc je vous mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse ainsi que pour leur confiance. Et ici donc, pour faire un résumé, on suit Armel et Enzo. Ça fait 15 ans qu'ils sont en couple. Ils ont vu passer beaucoup de choses, ils ont pu s'acheter une maison, avoir des enfants. Tout va bien dans leur vie de couple. Jusqu'au jour où, après un moment intime, une discussion commence. Et là, les reproches pleuvent. Et on va dire que voilà, la crise est lancée. Et donc, on va voir comment notre couple va continuer malgré tout cela, on va dire. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop vous en dire, justement, pour ne pas trop vous spoiler. Mais voilà, en tout cas, là, je vous ai dit ce que l'on retrouve dans le résumé. Et donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, il y a quelques avertissements, car c'est une lecture qui est plutôt destinée à des adultes. Et pareil, pour les avertissements, ils sont tous mentionnés dans la chronique sur mon blog. Ici, on est sur une BD touchante qui aborde les thèmes de l'amour, de la complicité, mais comme vous pouvez vous en douter, également celui de la rupture. Et donc, nous allons suivre nos deux protagonistes, Armel et Enzo, à travers les moments importants de leur vie.
J'ai particulièrement apprécié le premier chapitre qui est axé sur la rencontre de nos deux personnages et on va dire que sa particularité c'est justement qu'il nous raconte cette période mais uniquement avec des illustrations. Il n'y a aucune zone ou plutôt aucune bulle de texte. Et donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir toute une partie du roman où justement on a juste les dessins et c'est les dessins qui parlent. Et justement aussi, juste en ayant les dessins sans bulle, je trouve qu'aussi on ressent les émotions et la manière dont le lien entre nos deux personnages s'écrit. Les dialogues arrivent par la suite, donc à partir du second chapitre, et disons qu'avec eux arrive aussi cette impression que ça commence à casser au milieu de notre couple. Comme je vous disais, le récit est vraiment touchant et montre également que le couple peut nuire au développement de certains. De ce fait, mieux vaut se séparer pour parvenir à se construire. Pour ce qui est des illustrations, je vous en mettrai des planches ici pour que vous puissiez les observer. J'ai vraiment beaucoup aimé le style de dessin que l'on retrouve dans cet album. Et j'ai trouvé les dessins déjà magnifiques et réalistes avec une colorisation qui est vraiment vive. On a des couleurs peps et aussi justement j'ai beaucoup aimé aussi la manière qui est assez expressive ou en tout cas dont on voit nos personnages évoluer tout du long, donc les dessins sont vraiment superbes. Et aussi, voilà, je trouve que ça allait bien avec ce type d'histoire tout simplement car on voit vraiment qu'on a ce côté réaliste et qu'on n'essaye pas d'en faire plus. Et pareil, au niveau des couleurs, je trouve que c'était très beau à regarder, à suivre. Et je sais que ça m'a vraiment charmée, je pense que c'est vraiment dans la première partie où je vous disais, où on a juste ces dessins et pas de dialogue. Alors, j'ai enlevé quelques points déjà parce que j'ai trouvé que certains dialogues, pour moi, ils m'ont semblé vraiment très froids et manquaient d'émotion étant donné le contexte dans lequel ils étaient cités. Et ça, j'ai trouvé dommage à ce niveau-là. Et je dois dire que par moments, j'ai eu du mal avec les réactions d'Armel dans le récit. Ce qui fait que des fois, Armel, je pouvais beaucoup l'apprécier et d'autres fois, Armel, je la détestais. Et donc, c'était très variable avec ce personnage. Alors, Kenso, ça m'a pas fait ça parce qu'Enso, on voit en fait, et on comprend peut-être aussi pourquoi est-ce qu'il commence à se reculer. Mais Armel, vraiment, des fois ce personnage, j'ai beaucoup eu du mal avec sa manière de réagir. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai enlevé quelques points. Après ça reste une histoire très intéressante qui parle bien entendu de la rupture comme je vous disais et de suivre ce qui arrive à nos protagonistes. C'est vraiment intéressant mais aussi touchant car on voit vraiment ce que chacun vit. Et le dénouement final est juste vraiment poignant j'ai trouvé et riche en émotions donc voilà. C'est une BD comme je vous le disais plutôt pour les adultes mais je trouve qu'elle est sympathique ou bien je dirais pas sympathique, comment dire ça, que ça vaut le coup de la lire une fois vraiment pour les émotions qu'elle va vous faire vivre et aussi que j'ai vraiment de suivre ces deux personnages qui sont quand même attachants même si je vous disais qu'il y en a un où c'est que par moment j'avais plus de mal mais ça reste deux personnages qui sont intéressants et qu'on a envie de savoir comment ça va se terminer entre eux. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelles ont été vos meilleures lectures pour le mois de mai et si vous avez eu des déceptions de votre côté. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre des emojis. Donc comme d'habitude, vous pouvez me mettre les 3 livres empilés. Ou ici, vous pouvez me mettre un requin pour faire référence à Black Justice. Vous pouvez me mettre un flamant rose pour la BD Marla. Et je réfléchis à, et pour mon coup de cœur bien entendu, vous pouvez me mettre une rose, comment dire, une rose Fanny, voilà tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien, bye bye.